Bonjour à tous. Je suis Sofiane Amzian, professeur d'université à l'Université Clermont-Auvergne, enseignant-chercheur, Polytech Clermont et Institut Pascal. Donc, les membres de jury m'ont fait l'honneur de me donner la position de président de ce jury. Donc, nous allons assister tout d'abord à une présentation des travaux de thèse de M. Mohamed Saïd Abbas. Donc, il a 45 minutes pour nous présenter ses travaux de thèse. Ensuite, il reprendra son souffle. Je vais présenter les membres du jury. Voilà. Et puis, nous aurons le traditionnel jeu du débat avec le doctorant pendant environ 1h30, 2 heures. Bon, le temps que ça prendra, en général, c'est 1h30. Voilà. Donc, merci de couper vos micros. Donc, j'ai demandé l'enregistrement de cette thèse, en tout cas sur la partie présentation orale. Voilà, à toi Antonin, à toi Mohamed, à toi la parole pour 45 minutes. Merci. Donc, Monsieur le Président du jury, Mesdames, Messieurs, membres du jury, honorable assistance, bonjour. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter l'aboutissement de mes 3 années de recherche sur mon projet de thèse intitulé « Caractérisation multiphysique des mortiers biosourcés isolants et modélisation de leur impact sur les transferts hygrothermiques à l'échelle des parois, appliqués au béton de moelle végétale ». Ce travail a été effectué au sein du laboratoire Dynamique et Tribologie des systèmes de l'École nationale des travaux publics de l'État, en co-tutelle avec l'École nationale d'ingénieurs de Saint-Étienne. Ce travail a été effectué sous la direction de M. Antonin Fabry et de mes 2 co-encadrants, M. Fuad MacGregor et M. Mohamed Yassine Ferroki. Ce travail de recherche s'inscrit dans le cadre d'un projet d'investissement d'avenir financé par l'Agence de la transition écologique ADEME. Le projet en question a été coordonné par le groupe Parex, que je remercie de leur soutien. Ouais. Tout d'abord, je vais vous présenter le contexte général dans lequel s'inscrit ma thèse, en passant par l'état de l'art des bétons biosourcés et le besoin auquel il répond, ainsi que la problématique de la thèse. La consommation et les opérations des bâtiments représentent 36% de la consommation d'énergie finale au monde, selon l'Agence internationale de l'énergie, et 43% en France, selon l'ADEME, ainsi que 39% des émissions de CO2 liées à l'énergie au monde et 25% en France. Par conséquent, le bâtiment représente un enjeu environnemental d'envergure, mais aussi une opportunité importante de réduire l'empreinte environnementale de l'activité humaine. Pour cela, 2 approches complémentaires existent. D'un côté, on cherche à réduire l'impact écologique des matériaux et du processus de construction, et d'un autre côté, on cherche à réduire la consommation d'énergie liée à la vie utile du bâtiment, dont 39% correspond au chauffage et à la climatisation de l'ambiance intérieure. Par conséquent, en améliorant l'isolation thermique des bâtiments, des économies d'énergie très conséquentes sont envisagées. La France, comme dans d'autres pays au monde, la réglementation évolue continuellement pour guider la transition écologique et se conformer ainsi aux accords internationaux comme l'accord de Paris dans lequel le pays s'est engagé. La loi Grenelle II, sortie en 2010, impose à l'horizon 2020 une réduction de 38% de la consommation énergétique et de 50% des émissions des gaz à effet de serre. Pour cela, le parc immobilier français devrait réduire sa consommation à 150 kWh par mètre carré de consommation maximale, sachant qu'en 2013, la consommation moyenne est estimée à 240 kWh par mètre carré. De plus, l'arrêté 2020 qui entrera en vigueur en 2022 impose aux bâtiments de nouvelles constructions d'avoir un solde énergétique nul, c'est-à-dire produire autant d'énergie qu'il en consomme. Pour cela, il est essentiel de réduire les déperditions énergétiques du bâtiment, dont 30% se produisent à travers la toiture et 20% à travers les murs. Les matériaux biosourcés, qui sont par définition des produits non alimentaires partiellement ou totalement issus de la biodiversité, sont une alternative aux matériaux de construction classiques. Les avantages de ces matériaux sont nombreux, à savoir leur énergie grise réduite, leur caractère hygroscopique, leur légèreté, leur faible conductivité thermique, etc. Il en existe de nombreux types, mais on se concentre plus particulièrement sur les agrobétons, qui sont les bétons fabriqués à partir des matériaux issus de l'agriculture. Quelques exemples sont les bétons de paille de riz, le béton de tige de maïs ou le béton de fibre de bois. Mais le plus étudié et le plus répandu est le béton de chanvre, qui compte avec ses propres règles professionnelles. Les bétons biosourcés peuvent être appliqués par différentes méthodes, dont la voie projetée, les blocs préfabriqués, le coulage avec blanchage ou le coulage direct sur sol ou sur toiture. Ils peuvent être utilisés en tant que murs non structurels, en tant qu'enduit isolant
par l'intérieur ou par l'extérieur, comme isolant sur plancher ou sur toiture. De nos jours, même si le béton, même si le béton de chanvre expérimente un développement considérable, il est important de fournir des alternatives qui s'adaptent à chaque application et à chaque région pour minimiser la pollution liée au transport sans pour autant s'accaparer des terrains agricoles. Le tournesol et le maïs sont deux cultures très répandues en France, beaucoup plus que la culture du chanvre, avec une présence très marquée sur l'ouest de la France, comme le montre la carte. 2,9 millions d'hectares de maïs sont cultivés chaque année en France et 615 000 hectares de tournesol contre seulement 15 000 hectares de champs. De plus, la moelle, comme la chènevotte, provient de la canne de la plante qui est jusqu'à présent considérée comme un sous-produit agricole. Ces travaux de thèse s'inscrivent dans le cadre du projet DIVA, créé en 2016, et dont l'objectif est de structurer une filière de la moelle de tournesol et de maïs pour l'utilisation dans le bâtiment, et de développer une isolation thermique à base de moelle sous forme d'enduit intérieur ou extérieur. Il s'adresse aux bâtiments affectés par la loi Grenelle 2 et il porte un intérêt particulier sur le dénommé patrimoine vernaculaire. Le projet est coordonné par le groupe Parex et accompagné par l'ADEME et rassemble 6 autres intervenants, dont 3 coopératives agricoles, Ovalie, Dauphinoise et GDA, le groupe industriel FLDI et 2 établissements d'enseignement supérieur, à savoir l'UNILASAL et l'UNTPE. Dans ce cadre, l'objectif principal de mon projet de thèse est de réaliser une caractérisation fine des coupe-liants granulats fournis par les intervenants du projet à l'échelle matériaux et en établissant une comparaison avec le béton de référence qui est le béton de chanvre. Plus concrètement, on s'intéresse à leurs caractéristiques mécaniques, hygroscopiques, thermiques et acoustiques, en cherchant en même temps des liens entre les propriétés hygrothermiques et acoustiques. On cherche également à expliquer les propriétés macroscopiques des bétons en s'appuyant sur leurs propriétés microstructurelles. Ensuite, on cherche à caractériser les matériaux à l'échelle de la paroi à l'aide d'un modèle mathématique qui sera implémenté dans un outil numérique afin de prédire la réponse hygrothermique des bétons à partir des caractéristiques déterminées précédemment. Enfin, ce modèle sera utilisé pour étudier l'impact des instruments de mesure utilisés pour étudier les performances sur site sur les mesures elles-mêmes. Cette présentation est organisée en 4 parties, dont une première où les résultats de la caractérisation mécanique et hygrothermique des bétons seront exposés. La deuxième partie traite le lien entre la morphologie du réseau poreux et les comportements hygrothermiques. Dans la troisième partie, une étude numérique des transferts hygrothermiques sera présentée. Et enfin, la quatrième partie, les principales conclusions et les perspectives de ce travail seront exposées. Les résultats de la caractérisation mécanique et hygrothermique des bétons seront présentés ci-après en mettant l'accent sur la variabilité des propriétés en fonction du type de liant et de la formulation et en établissant une comparaison avec le béton de moelle et le béton de référence qui est le béton de chanvre. Cette étude a été menée sur un groupe de matériaux fabriqués à partir de 3 agrégats, à savoir la chènevotte qui est l'agrégat de référence, la moelle de tournesol et la moelle de maïs. Pour obtenir la moelle de tournesol utilisée dans ce projet, qui est l'agrégat principal, les cannes entières sont d'abord récoltées, puis séchées en bout de champ, couvertes par une bâche pour éviter l'incidence de la pluie et stockées dans un hangar ventilé. Ces cannes, dont un exemple est montré dans la figure centrale, sont ensuite introduites dans une machine spécifique développée dans le cadre du projet DIVA, qui s'occupe du broyage et de la séparation de la moelle et de l'écorce. Le résultat est montré dans l'image de droite. La même chose pourrait être faite sur la moelle de maïs dans l'avenir. Pour les agrégats de moelle de maïs et de tournesol, on a fait une étude sur l'impact de l'origine et de l'année de récolte sur 5 types de moelle que je ne présenterai pas ici par manque de temps, mais que vous pouvez trouver dans mon manuscrit. Mais on a conclu que globalement, il y a assez peu d'impact sur les propriétés hygroscopiques. Il y a un léger impact sur les propriétés thermiques, car plus le granulat va être léger, plus la conductivité va être faible. Mais les variations restent relativement limitées. Suite à cette étude, on considère un seul bloc pour les moelles de tournesol, mais la petite différence entre la moelle de tournesol et la moelle de maïs nous a fait préférer d'étudier séparément ces 2 types d'agrégats. Ces agrégats ont été mélangés avec 3 types de liants. Le PS70 qui est le liant de référence composé principalement de chaux aériennes, le deuxième liant qui est le calco qui est plus hydraulique, un troisième liant qui est le liant HB spécialement conçu pour la fabrication de béton biosourcé léger applicable par projection. Cela donne lieu à 8 formulations. La formulation de référence avec PS70 et de la chènevotte, 4 formulations à base de calco et de chanvre compacté, de moelle de tournesol et d'un mélange chènevotte et moelle de tournesol, et enfin 3 formulations à base de hydraulic bender avec chaque agrégat. Les 6 premières formulations sont considérées denses avec des masses volumiques comprises entre 410 et 600 kg par mètre cube, lorsque les formulations à base de hydraulic bender
et les moelles de tournesol et de maïs sont légers avec seulement 150 à 160 kg par mètre cube. Sur ces matériaux, on a mesuré les propriétés d'usage telles que la résistance mécanique, la conductivité thermique ou la perméabilité à la vapeur. La résistance à la compression a été déterminée par le biais de l'essai de compression uniaxiale à l'aide d'une presse Instron en suivant les recommandations des règles professionnelles de construction en chambre. Les éprouvettes sont chargées sans choc jusqu'à rupture avec une vitesse d'écrasement de 5 mm par minute. La valeur retenue est la contrainte maximale atteinte. La figure représente les résultats de résistance mécanique en mégapascal trouvés pour les 5 formulations en fonction de la masse volumique sèche. Une tendance semble exister entre les deux variables. En comparant nos résultats avec plusieurs résultats de matériaux biosourcés dans la littérature, on confirme qu'une tendance se dessine entre la résistance à la compression et la masse volumique des bétons. On conclut également que les bétons HBH, C2H plus S et C2S peuvent être utilisés en tant qu'enduit, mur, sol ou toit selon les règles professionnelles de construction en chambre, tandis que les bétons légers, qui sont HBS et HBM, ne peuvent être utilisés qu'en toiture. Ensuite, on s'intéresse à la conductivité thermique. Le dispositif FP2C a été employé pour déterminer la conductivité thermique à l'aide de la sonde fil chaud, mais au vu des limitations du fil chaud, une deuxième méthode de mesure est proposée, basée sur le principe de la plaque chaude. Il s'agit d'un nouveau dispositif composé de deux caissons, un chaud et un froid. Il permet d'établir un flux de chaleur unidirectionnel à travers un échantillon de 35 par 35 cm. L'ambiance chaude est chauffée à l'aide d'une résistance électrique et l'ambiance froide est générée par un cryostat. Afin d'homogénéiser l'ambiance, l'atmosphère est ventilée dans les deux compartiments. Les deux méthodes ont été comparées sur 3 matériaux et les résultats montrent que le fil chaud donne des résultats supérieurs avec des écarts maximaux de 20% pour les bétons de Chainvotte qui ont des irrégularités plus importantes et égaux au nouveau dispositif pour les bétons de moelle. Cependant, les tendances obtenues avec le fil chaud se sont avérées correctes avec cette méthode. Donc, cette méthode peut être utilisée à des fins de comparaison. La conductivité thermique a été mesurée pour les 8 formulations. Voici les formulations légères, ainsi que pour la Chainvotte et la moelle de tournesol en vrac. Comme la résistance à la compression, la conductivité thermique semble augmenter avec la masse volumique. Malgré le fait que la moelle en vrac présente une conductivité inférieure à celle de la Chainvotte, les bétons de moelle ont des conductivités plus élevées que les bétons de Chainvotte. On le voit avec le groupe C2S, C2H étoile et C2H, où le béton de moelle a une conductivité nettement supérieure, et avec HBS et HBH, pour lequel la conductivité est presque la même, malgré la différence de masse volumique. On observe également C1H, C2H et HBH qui ont pratiquement la même masse volumique sèche, mais qui ont révélé des valeurs de lambda assez différentes. Cela indique que la nature du liant a un impact significatif. Finalement, la comparaison avec les résultats de la littérature pour davantage de béton biosourcés confirme qu'il y a effectivement une tendance croissante de type linéaire entre la conductivité et la masse volumique. Les isothermes de sorption des matériaux ont été déterminés à l'aide de la méthode DVS, connue sous le nom Dynamic Vapor Sorption, et la méthode dessiccateur, qui est la méthode classique. La méthode DVS est mise en application à l'aide du dispositif automatisé de la figure, au sein duquel un échantillon d'environ 1 cm3 est soumis à un courant d'air dont l'humidité est contrôlée. Cela permet de tracer les isothermes en à peine quelques jours, contre plusieurs semaines ou mois avec la méthode classique et la méthode de dessiccateur. Cette dernière, en revanche, permet de tester des échantillons de plus grande taille, des cubes de 15 cm d'arête dans notre cas. On a comparé les deux méthodes DVS et dessiccateur sur 2 échantillons. Les résultats sont un peu différents. Cette différence peut être due à la représentativité de l'échantillon ou au vieillissement de ce dernier. Mais cela reste comparable et c'est pour cela qu'on a décidé de continuer avec la méthode DVS. Les isothermes des agrégats montrent que la moelle absorbe en kilogrammes par mètre cube entre 3 et 4 fois moins d'eau que la Chainvotte et que cette dernière présente une boucle d'hystérésis plus importante, bien que modérée. Les bétons de Chainvotte sur la figure du milieu et les bétons de moelle sur la figure de droite sont en concordance avec les résultats des agrégats, c'est-à-dire que les premiers présentent des teneurs en eau maximales manifestement plus élevées et des boucles d'hystérésis plus importantes. Mais si l'agrégat est le principal conditionnant, le liant a également une influence sur le comportement. On remarque que le liant C2 permettant généralement des apports d'eau plus importants. La perméabilité à la vapeur des matériaux a été mesurée en utilisant la méthode de la coupelle sèche ou la coupelle humide, connue sous le nom Dry Cup, Wet Cup en anglais.
La disposition de l'échantillon dans la coupelle est représentée dans la figure. Pour établir l'humidité à l'intérieur de la coupelle, on utilise une solution saline ou du dissicant ou du silicagel en fonction de l'humidité que l'on souhaite obtenir. Cette propriété peut être exprimée comme la perméabilité à la vapeur d'eau delta P ou comme le ratio entre la perméabilité à la vapeur de l'air et celle du matériau. Et le ratio est appelé résistance à la diffusion de la vapeur, noté mu. On a appliqué à la valeur mesurée les deux corrections préconisées dans la norme ISO et aussi la correction du film de résistance de surface qui demande de tester au moins 3 épaisseurs. Donc, voici un exemple de la coupelle sèche. Pour les matériaux de cette étude, la méthode Watt-Cup a été utilisée avec une humidité à l'intérieur de la coupelle de 85% HR et 50% HR à l'extérieur. Les résultats exprimés sous forme de résistance à la diffusion montrent que pour un même ion, la résistance des bétons de moelle est globalement supérieure à celle des bétons de chaîne Watt, contrairement aux agrégats en vrac, étant donné que la moelle a une résistance inférieure à la chaîne Watt. Pour vérifier si ce comportement se reproduit pour d'autres propriétés hygroscopiques, nous avons mesuré également les valeurs tampons hydriques selon le protocole Nord-Est présenté par Rode et Al de 2005. Le matériau est soumis à des cycles d'humidité de 16 heures à 33% HR et 8 heures à 75% HR. La valeur MBV étant calculée comme la variation de masse divisée par la surface exposée de l'échantillon et par variation d'humidité. La valeur MBV peut être séparée en 3 groupes. Les granulats en vrac, qui ont une valeur supérieure à 2 grains par mètre carré par degré HR, ce qui rend leur potentiel hygroscopique excellent. Les formulations à base de chanvre et de chanvre moelle qui ont des valeurs comprises entre 1,5 et 2, et les formulations à base de moelle qui ont des valeurs comprises entre 1 et 1,5. Tous les bétons ont par conséquent un bon potentiel hygroscopique. Comme pour les autres propriétés, les bétons de moelle présentent des performances moins bonnes que les bétons de chanvre. Le MBV peut également être utilisé pour calculer une capacité d'absorption, c'est-à-dire la pente moyenne des courbes isothermes, mais en dynamique notée xi idéal. Ici, via la formule de MBV idéal qui a été établie par Rode en 2005. Les courbes d'absorption et de désorption que je vous ai montrées tout à l'heure étaient faites en statique, donc ça veut dire qu'on atteint toujours l'équilibre. Cependant, on sait que dans la réalité, on n'atteint jamais cet équilibre. On peut comparer cette valeur idéale aux valeurs qu'on obtient lors du cycle d'absorption-désorption pour voir finalement si on obtient la même chose. C'est ce qu'on observe ici, et on voit que xi idéal a tendance à être globalement plus faible et que ce qu'on trouve dans la courbe d'absorption-désorption, ce qui montre que le côté dynamique joue un rôle relativement important. Mais il est très proche de xi désorption pour beaucoup de formations, notamment pour les formations de moelle. La capacité de stockage d'humidité du béton est composée par la capacité de stockage de l'agrégat, la capacité de stockage du liant et par un troisième terme qui serait la différence provoquée par les interactions à l'interface. Plus concrètement, on a voulu évaluer la contribution des agrégats à la capacité de stockage dynamique du béton dans le cas où les agrégats ne sont soumis à aucune modification de la microstructure ni à aucune interaction avec le liant. Pour cela, on prend en considération la masse d'agrégat par unité de volume de l'échantillon, qui est calculée à partir de la proportion massique des agrégats et xi idéal trouvé pour les agrégats. On compare donc cette contribution des agrégats quand il n'y a pas d'interaction au xi idéal de chaque béton et on s'aperçoit que pour les bétons de moelle, la première valeur est beaucoup plus importante que la deuxième, ce qui indique que la moelle subit de fortes altérations en présence du liant qui diminue son potentiel hygroscopique. En comparant la masse d'agrégats par unité de volume de l'échantillon et la masse volumique des agrégats, on voit également que la moelle subit un compactage important lors du mélange, d'environ 4 fois, alors que la chaîne Watt, en revanche, ne subit aucune altération, presque pas d'altération. En résumé, on a constaté que le béton de moelle présente des performances mécaniques, thermiques, hygroscopiques proches, mais légèrement plus réduites que celles des bétons de chaîne Watt. Tous ces résultats suggèrent que des interactions ont lieu entre la moelle et le liant qui provoquent des modifications de la microstructure de la moelle et une diminution de ses performances hydrothermiques. Pour aller plus loin dans cette analyse, on va étudier plus finement les différences microstructurelles des matériaux, d'un côté en passant par les méthodes acoustiques et d'un autre en passant par les méthodes d'analyse microstructurelle plus avancées. Mais d'abord, on va étudier l'influence de la teneur en eau sur les propriétés des matériaux en fonction des granulats pour voir finalement comment les phénomènes au niveau microstructurel impactent les propriétés macroscopiques. Ensuite, on s'intéresse à l'impact de la teneur en eau sur les propriétés hygrothermiques des bétons
On a étudié la conductivité thermique du béton de moelle HBS et du béton de Chênevotte C1H. On l'a fait à l'aide de la méthode Fichot et on a vu que nos deux matériaux présentent des conductivités thermiques relativement basses à l'état sec, qui augmentent en présence d'eau, mais qui restent quand même un bon comportement isolant dans toute la gamme d'humidité relative. Pardon. Cette augmentation avec la présence d'eau est tout à fait logique, car l'eau a une conductivité thermique bien plus élevée que celle de l'air, qu'elle remplace progressivement. En comparant avec d'autres matériaux de la construction dans la littérature, notamment les matériaux biosourcés, on voit qu'on est quasiment dans la même plage de valeurs, mais on s'aperçoit aussi que la présence de la matière végétale, même si elle diminue la conductivité à l'état sec, elle subit une dégradation de son pouvoir isolant en présence d'humidité si elle est hydrophile. C'est notamment ce qui se passe avec la moelle de tournesol, dont la conductivité augmente très rapidement avec la saturation. On mesure l'effusivité thermique à l'aide du plan chaud, étant donné qu'elle est en lien avec la sensation au toucher et que notre matériau va être à l'intérieur du bâtiment, on a intérêt à ce qu'elle soit basse. Les deux matériaux HBS, C1H présentent des effusivités thermiques à l'état sec très basses en comparaison avec d'autres matériaux de construction, et on voit que même si ça augmente avec la teneur en eau, avec la saturation, ça reste quand même des valeurs faibles. En comparant avec d'autres matériaux de la littérature, on voit qu'ils présentent tous plus ou moins la même pente et qu'il y aurait une relation entre l'effusivité et la masse volumique, car des matériaux plus lourds comme la terre, par exemple, présentent globalement de plus grandes valeurs. L'évolution de la chaleur spécifique de HBS et C1H avec la teneur en eau a été déduite des mesures de la conductivité et de l'effusivité, étant donné que ces trois propriétés sont liées par la formule qui apparaît sur le diapo, avec CP la chaleur spécifique, E l'effusivité et lambda la conductivité. Pour vérifier ces résultats, une mesure directe a été réalisée pour chaque matériau à l'aide de la méthode DSC, connue sous le nom calorimétrie différentielle à balayage. Les valeurs trouvées par la méthode DSC sont d'environ 1100 joules par kg Kelvin pour HBS et 1200 joules par kg Kelvin pour C1H. Sachant que la teneur en eau pendant la mesure DSC est censée être proche de 0, les résultats indirects sont montrés dans le graphique, qui montre une bonne concordance avec les états secs et une augmentation avec les teneurs en eau plutôt linéaire, qui est en cohérence avec ce qu'on trouve dans la littérature. La perméabilité à la vapeur, quant à elle, des échantillons de C2H étoile, C2H plus S, C2S, HBS et HBM, a été déterminée à l'aide des méthodes de la coupelle sèche et humide. Les résultats montrent deux graphiques, un par liant. Le groupe de gauche est constitué par les bétons avec les liants HB et à base de moelle, et le groupe de droite est constitué par les bétons à base du liant C2. En observant ce deuxième groupe, on s'aperçoit qu'au fur et à mesure qu'on substitue la Chênevotte par de la moelle, la perméabilité à la vapeur augmente plus rapidement avec la saturation. Cette augmentation avec la saturation est due au fait que le coefficient qui est mesuré est la somme de coefficients de transfert de vapeur, mais également d'eau liquide. Et ce dernier augmente avec la saturation. Les résultats précédents ont mis en évidence un manque d'informations sur la microstructure des bétons et sa corrélation avec les propriétés macroscopiques. Pour pallier ce manque, les paramètres géométriques des bétons ont été étudiés par la voie acoustique. La méthode BET a été utilisée pour déterminer la surface spécifique des matériaux et la méthode BJH pour analyser la distribution de la taille des parts. Les deux méthodes ont été appliquées en utilisant le dispositif Novatosh de Quantachrome Instruments. Les résultats révèlent que la Chênevotte a une surface spécifique d'environ 7 fois plus petite que celle de la moelle de tournesol et d'environ 4 fois plus petite que la moelle de maïs. De plus, les bétons dont la valeur varie entre 3,72 et 14,06 m² par gramme montrent dans la plupart des cas des surfaces spécifiques inférieures à celles de leurs composants, mais proches de celles du liant correspondant. Cela pourrait suggérer qu'une partie de la nanoporosité des composants, qui est majoritairement responsable des fortes surfaces spécifiques, n'est plus présente ou n'est plus accessible dans le mélange liant-agrégat. La méthode BJH permet d'analyser la taille des pores entre 1,7 et 100 nanomètres. Pour la plupart des matériaux étudiés, le rayon des pores autour de 1,5 à 2 nanomètres sont très récurrents, mais ne représentent qu'une petite partie du volume total mesuré. L'observation des formulations C2H étoile, C2H plus S et C2S tend à montrer que le remplacement progressif de la Chênevotte par de la moelle aurait tendance à étaler la distribution de la taille des parts dans la gamme comprise entre 1 et 20 nanomètres. Ceci peut également expliquer le comportement des bétons de moelle avec la perméabilité qui augmenterait plus fortement avec l'humidité
car il y aurait une meilleure connectivité des pores et une percolation plus aisée de la phase liquide. Ensuite, les paramètres géométriques du réseau ont été étudiés par le biais de la caractérisation acoustique. En particulier, ces paramètres sont la résistivité au passage de l'air, sigma, qui décrit la capacité d'un matériau à freiner l'écoulement d'un fluide à travers sa structure. Aussi, la tortuosité qui représente l'élongation de la trajectoire du fluide ou de l'angle par rapport à la trajectoire rectiligne théorique. Et les longueurs caractéristiques visqueuses et thermiques qui sont des approximations du rayon des interconnexions entre pores et rayon de pore maximal. Et enfin, la porosité intergranulaire. Comme expliqué dans la figure, dans les matériaux composites à plusieurs échelles de porosité, celle-ci peut être séparée en porosité à l'intérieur des agrégats, porosité à l'intérieur du liant, la porosité qui correspond aux espaces d'air laissés entre plusieurs particules d'agrégat et entre particules liant agrégats. Le tube de Pound a été utilisé pour mesurer ces paramètres qu'on a cités précédemment, une technique qui est rapide et qui permet d'étudier des échantillons de taille représentative. Avec le tube, on détermine la densité dynamique notée ρ et le module d'incompressibilité dynamique noté λk, qui sont deux caractéristiques du réseau poreux. À partir de ces deux fonctions, on peut déduire les paramètres de la microstructure en passant par les équations de deux modèles acoustiques. Les résultats des paramètres que je ne vais pas présenter car il s'agit seulement de résultats intermédiaires suggèrent que pour des bétons contenant le même ion, la microstructure semble donner lieu à des propriétés macroscopiques similaires. À partir des paramètres géométriques et des propriétés hygrothermiques déterminées précédemment, une étude a été menée pour déterminer s'il existe une corrélation entre les propriétés des deux familles. La possible corrélation entre la porosité et la conductivité thermique des matériaux a été examinée, puisque plusieurs études ont montré que la porosité est le paramètre le plus influent sur la conductivité thermique. Il a été déterminé que les bétons et les agrégats ne peuvent pas être étudiés ensemble, car la définition de porosité est différente pour les deux groupes et que la conductivité des agrégats ne varie à peine avec la porosité. Les deux figures montrent les résultats expérimentaux pour la conductivité thermique des bétons, comparés respectivement à la porosité totale et à la porosité intergranulaire. On peut noter que, bien que la porosité totale ne semble pas avoir un impact évident sur la conductivité thermique, il semble y avoir une corrélation entre l'onda et la porosité intergranulaire. En effet, la conductivité thermique semble diminuer avec l'augmentation de la porosité intergranulaire, ce qui décrit une sorte de courbe ou de parabole. En utilisant l'ajustement des moindres carrés, nous avons trouvé une relation empirique. L'expression présente une forte ressemblance avec la formule de Lichtenegger, qui considère la contribution de chaque composant du matériau. Dans notre cas, la partie solide est négligeable devant la partie de l'air. On peut noter que le premier coefficient de l'expression empirique est en effet très proche de lambda R. En faisant l'égalité de l'expression empirique et de la formule de Lichtenegger simplifiée, notée en rouge ici, on déduit la valeur de alpha qui représente l'orientation des pores qui est égale à moins 0,54, ce qui correspond à une orientation des pores plutôt perpendiculaire au champ thermique. Cela est cohérent avec le fait que la plupart des échantillons de la campagne expérimentale ont été compactés pendant la fabrication et contiennent des fibres de chaîne-boîte qui sont plutôt élancées. Toutefois, la corrélation suggérée n'est qu'un premier pas vers l'élaboration d'une loi plus générale. Pour ce faire, des matériaux plus variés devraient être utilisés, à savoir d'autres matériaux biosourcés à double échelle de porosité, afin de vérifier si la corrélation trouvée est toujours applicable. Une relation apparente entre la perméabilité à l'air Ka, qui est obtenue à partir de la résistivité au passage de l'air sigma, et la perméabilité à la vapeur d'eau a également été trouvée. Il s'agit d'une tendance exponentielle. Les trois bétons contenant le lion H98 ont été exclus car, en raison de sa rhéologie, le lion a tendance à former une porosité fermée, notamment en surface, ce qui donne lieu à des bétons imperméables d'un point de vue acoustique. Étant donné que le flux d'air est engendré par une différence de pression d'air et que le transport de vapeur d'eau se produit en présence d'une différence de pression de vapeur, il semble légitime de penser que les deux grandeurs peuvent être liées. En outre, les deux grandeurs dépendent des caractéristiques de la microstructure telles que la porosité, la tortuosité ou la connectivité des pores. Selon plusieurs auteurs, la perméabilité à la vapeur d'eau des matériaux est largement influencée par les caractéristiques des macropores, phénomène qui a également été observé pour la perméabilité à l'air des matériaux poreux à double échelle de porosité.
D'un autre côté, la capacité totale de stockage de l'humidité idéale a été comparée aux trois types de porosité, donc la porosité totale, intra- et intergranulaire, sans trouver de corrélation, ce qui est un résultat surprenant, car l'eau est stockée dans les pores des matériaux. De la même manière, l'idéal a été comparé à la résistivité au passage de l'air et aucune corrélation n'a été trouvée. Ce qui nous amène à conclure qu'à ce stade, il n'y a pas de lien direct entre la capacité idéale de stockage de l'humidité idéale et les propriétés acoustiques des bétons biosourcés. Il serait intéressant, vu qu'on n'a pas trouvé de corrélation par la voie expérimentale, de mener une étude théorique en se basant sur les lois thermodynamiques pour éclaircir ce sujet. Enfin, les résultats nous mènent à penser que peut-être seuls les phénomènes qui sont régis par les caractéristiques des macropores peuvent être liés au domaine acoustique, mais une étude complémentaire est nécessaire pour confirmer cela. Ce résultat serait en concordance avec les conclusions de Gray de 2013 sur les propriétés acoustiques. Des travaux de recherche supplémentaires sont également nécessaires pour généraliser les corrélations qui ont été trouvées afin qu'ils soient applicables à davantage de matériaux, étant donné que les deux expressions ont été trouvées à partir d'un groupe plutôt réduit de matériaux de formulation. Dans cette partie, on s'intéresse au comportement des bétons de moelle et de Shenvoet à l'échelle de la paroi. Pour cela, je vais présenter une simplification de la théorie des transferts couplés de masse et de chaleur de Wilcox. Le modèle a été simplifié dans le but de rendre les calculs plus rapides, car on a besoin de faire un nombre de simulations avec pas mal de paramètres et on a besoin d'un modèle assez agile. La résolution, qui est complexe à cause des couplages hygrothermiques, est faite à l'aide de Thomson Multiphysics. Les moteurs de transfert sont la pression de vapeur pour les transferts d'humidité et la température pour le transfert de chaleur. Le choix de ces variables d'état permet de faire l'hypothèse de la continuité à l'interface entre deux couches de matériaux et évite de prendre en considération des conditions limites intermédiaires qui vont probablement alourdir notre simulation. Les équations finales sont présentées dans la diapo. Le développement, vous pouvez le trouver dans l'annexe H de ma thèse. Dans ce modèle, le phénomène de diffusion de vapeur d'eau régi par la loi de Fick a été pris en compte dans le bilan de masse, ainsi que les phénomènes de conduction thermique et l'impact de la chaleur latente sur les changements de phase dans le bilan de chaleur. Un terme supplémentaire apparaît également dans le bilan de masse, qui représente la variation de la teneur en eau avec la température à pression de vapeur constante, qui est due à la loi de Clapeyron. Quant aux conditions limites, donc on a pris des conditions intérieures de température d'humidité variables en fonction du temps. On a pris des conditions climatiques extérieures variables aussi. Les effets de pluie n'ont pas été pris en compte. Pour le rayonnement, on a pris un rayonnement de façon simplifiée. Le terme d'absorption solaire a été négligé car l'idée est d'avoir un ordre de grandeur et pas une réalité. Et on considère enfin un phénomène de convection à l'intérieur et à l'extérieur qui, dans le cas de la surface extérieure, prend en considération l'effet du vent sur la paroi. Le modèle a été vérifié numériquement en utilisant le benchmark Amstadt 2 et validé. Enfin, il a été validé expérimentalement, car ce qui nous intéresse est de voir si le modèle marche bien avec les matériaux biosourcés. Cela a été fait à l'aide d'une enceinte climatique connue sous le nom de cellule duo. Elle permet d'imposer deux atmosphères différentes dans deux côtés du matériau, à savoir le mur de chambre compacté, noté H, et le béton de chambre C1H. La température est imposée à 30 degrés dans une enceinte tout au long de l'essai et à 40 degrés dans l'autre. Lorsque l'humidité varie, elle est imposée à 50% pendant les 4 premiers jours, puis 80% les 8 jours suivants, puis 50% jusqu'à la fin de l'essai, ce qui nous fait un total de 20 jours. Les grandeurs analysées sont la température et l'humidité au milieu du matériau, la température à la surface gauche et droite, et la densité de flux thermique à travers les surfaces gauche et droite du mur. Les écarts entre simulation et expérimentation sont très réduits, avec des écarts de température inférieurs à 2 degrés, des écarts d'humidité inférieurs à 15% et des écarts de flux thermique inférieurs à 3 watts. Les différences sont particulièrement réduites pour le béton C1H. Par conséquent, le modèle simplifié a été validé pour notre domaine d'application. La durée de la simulation est de 2 ans. 2 climats de caractéristiques différentes ont été retenus, qui est le climat de Bourg-Saint-Maurice, qui est un climat montagneux, humide et froid, et le climat côtier de Nice, qui est venteux et chaud. Les données de température et d'humidité relative et de vitesse de vent ont été extraites du logiciel TR1.6. 3 parois bicouches ont été simulées, chacune un ensemble de 20 cm de béton classique et 10 cm de béton biosourcé. Pour chaque ensemble, un béton biosourcé différent est utilisé, C2H pour le premier, C2S pour le deuxième et HBS pour le troisième.
Les couches sont considérées homogènes à l'interface entre elles et parfaites, ce qui indique une continuité d'échelons de température et de pression de vapeur. Pour le climat intérieur, une acquisition de données a été menée à l'intérieur d'un studio de 32 mètres carrés à l'aide de 3 capteurs de température et d'humidité. Un dans la cuisine, un dans la chambre et un dernier dans la salle de bain. On a fait une simulation de 2 ans. Les résultats de la deuxième année ont été considérés dans l'analyse lorsque la première année sert uniquement à la stabilisation. 3 configurations hydrothermiques ont été utilisées. Une configuration C1 dite thermique, car elle ne prend pas en considération les phénomènes de couplage. Une deuxième configuration nommée C2, avec couplage et avec les données d'humidité de la salle de bain. Et une troisième configuration C3 avec le couplage dont le HR correspond à un cycle de type MPV, avec 8 heures à 70% HR et 16 heures à 33% HR. Pour les 3 configurations, la température prise est celle de la salle de bain. Une analyse comparative des 3 ensembles bicouches a été menée. Pour cela, le climat de Bourg-Saint-Maurice et la configuration C2, que je rappelle hygrothermique avec les données climatiques de la salle de bain, ont été choisis. Dans ces conditions, la densité de flux thermique et hydrique à travers la surface intérieure ont été étudiées. Ces 2 grandeurs ont mis en évidence d'un côté que le flux thermique est négatif et donc se dirige de l'ambiance intérieure vers le mur tout au long de l'année à cause des températures intérieures élevées utilisées pour la simulation. D'un autre côté, que la performance en isolation des 3 matériaux est particulièrement divergente en hiver et que l'ensemble béton plus HBS est le plus isolant, suivi de C2H étoile, puis de C2S. Ces résultats ne sont pas étonnants, car on reste dans la hiérarchie des conductances des différentes parois qu'on étudie. De la densité de flux I et Y, dont la moyenne des bilans Y des murs est de façon générale négative pendant la saison tempérée et positive pendant la saison froide. Elles présentent une valeur absolue plus importante pour HBS, puis C2H étoile, puis C2S. Ces résultats ne suivent pas la hiérarchie du MPV, que je rappelle C2H étoile supérieur à HBS supérieur à C2S, car contrairement à l'MPV, où la température est homogène, ici on a un couplage hygrothermique avec des champs de température différents pour chaque matériau et des températures en surface généralement plus élevées pour le HBS. Cela fait que la simulation, dans la simulation, il atteint un potentiel hygroscopique qui est a priori légèrement meilleur. Afin d'étudier l'impact des flux Y sur les déperditions, les calculs hygrothermiques C2 réalisés pour les 3 formulations ont été comparés à des calculs purement thermiques, que je rappelle nommés C1, pour une semaine d'hiver. Les résultats de la moyenne mensuelle montrent que les effets de couplage sur les déperditions sous ces conditions sont plus importants pour HBS suivi de C2H étoile et finalement C2S. Ce qui est vrai également quand on zoome sur une semaine. Étant donné que HBS et C2S ont la même quantité de moelle dans leur formulation, cela suggère que la présence de moelle n'est pas un facteur déterminant pour l'hygroscopicité ni pour le caractère isolant du matériau. Une méthode pour évaluer l'importance des effets hygrothermiques pour un matériau donné a été proposée. En effet, l'équation du bilan de chaleur met en évidence d'un côté un terme de flux de chaleur dû au phénomène diffusif et un terme dû au phénomène de changement de phase de l'eau. Si ce second terme est négligeable devant le premier, alors nous pouvons en conclure qu'une modélisation sans prise en compte des phénomènes de changement de phase de l'eau produirait les mêmes résultats en termes de champ de température et de flux de chaleur, et donc que les couplages hygrothermiques sont négligeables. En développant ces expressions, on obtient la formule de état, où D thermique est l'épaisseur du mur biosourcé qui est égale à 10 cm, et D hygrothermique correspond à l'épaisseur active calculée selon la formule de Rho de 2005. Le nombre adimensionnel état a été calculé pour la couche biosourcée de chaque système bicouche à chaque instant. La moyenne annuelle de état pour chaque matériau montre que les effets hygrothermiques sont légèrement plus importants que les effets de conduction dans le cas de HBS, tandis qu'ils sont plus faibles dans le cas de C2H étoile et particulièrement dans le cas de C2S. Cependant, dans aucun cas, on peut dire que les effets hygrothermiques sont négligeables ou prépondérants. Il existe néanmoins une bonne concordance entre les valeurs de état obtenues pour chaque matériau et les résultats trouvés précédemment. Après avoir présenté l'essentiel de mes travaux de recherche, je vais résumer les conclusions les plus significatives auxquelles nous sommes arrivés. Donc, tout d'abord, les bétons de moelle ont une faible résistance mécanique, mais les mélanges à faible masse volumique présentent un grand pouvoir isolant.
En général, les performances sont comparables à celles du béton de chanvre. Ensuite, nous n'avons pas trouvé d'influence significative sur la provenance géographique ni de l'année de récolte. Nous avons observé une atténuation des propriétés hygrothermiques de la malle quand elle est mélangée au liant, qui est probablement due aux altérations de la microstructure ou de la prise du liant. Nous avons constaté également l'augmentation de la conductivité et l'efficacité thermique et la chaleur spécifique et la perméabilité à la vapeur avec l'humidité, et en particulier pour les bétons de Chênevotte et de moelle, mais de façon plus marquée pour ces derniers. L'étude des paramètres géométriques par le biais de la caractérisation acoustique suggère des parallélismes entre la microstructure et les propriétés à l'échelle macroscopique. Cette étude a révélé également des possibles corrélations entre les paramètres acoustiques et les paramètres hygrothermiques, notamment entre la conductivité thermique et la porosité intergranulaire, et aussi entre la perméabilité à la vapeur et la perméabilité à l'air. Le facteur commun est que ce sont des phénomènes qui sont régis par les caractères des macropores. Selon l'étude numérique, les effets hygrothermiques au sein du matériau sont ni négligeables ni prépondérants dans la transmission de chaleur. Aucune corrélation entre l'hygroscopicité et le type d'agrégat n'a été observée. Concernant donc les perspectives, par conséquent, plusieurs pistes de recherche sont ouvertes à la suite de ce travail de thèse. D'une part, il serait nécessaire de limiter ces interactions en utilisant un liant spécifiquement conçu pour cela, ou bien en stabilisant la moelle via des traitements physico-chimiques avant le mélange. D'une autre part, il serait intéressant de mener une étude sur les risques de développement fongique sur les bétons de moelle, comme cela a été évoqué par M. Bellarbi dans son rapport. De plus, le lien trouvé entre certaines propriétés hygrothermiques et des paramètres géométriques issus des mesures acoustiques constitue un premier pas vers la caractérisation indirecte des propriétés qui demandent aujourd'hui des moyens de mesure dédiés, parfois coûteux et très chronophages. Pour aboutir à cette caractérisation, il serait nécessaire de mener une campagne expérimentale de plus grande ampleur en incluant d'autres matériaux biosourcés et notamment à double échelle de porosité pour valider cette approche et établir ses limitations. D'autre part, la simulation numérique est susceptible d'être optimisée en incluant les variations des propriétés hygrothermiques, à savoir la perméabilité à la vapeur, la chaleur spécifique et la conductivité thermique avec la teneur en eau, ainsi qu'en prenant en considération le couplage avec le logiciel BESS, Building Energy System, permettant de quantifier les effets de transport couplés sur les déperditions thermiques et sur le confort en humidité intérieure de l'habitat. Enfin, l'étude numérique menée au sujet de l'impact des flux-mètres sur les deux flux-mètres nécessite une confrontation aux résultats expérimentaux au vu des limitations du modèle numérique, mais pourrait être à la base d'une proposition d'un facteur de correction pour la mesure fournie par plusieurs types de flux-mètres. En particulier pour des études en relation avec des matériaux dont les effets hygrothermiques sont importants. Je vous remercie pour votre attention. Merci Mohamed Saïd Abbas pour cette présentation vraiment dans les temps, 45 minutes, donc une présentation maîtrisée